Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en Ile-de-France. Comme le dit la chanson, il va y avoir du sport ce dimanche. La capitale renoue avec l'ambiance des Jeux Olympiques et Jeux Paralympiques lors d'une opération sportive où plus de 40 fédérations vont tenter de vous donner le goût de l'activité physique. On vous déroule le programme dans un très court instant. Nous ouvrirons ensuite notre page culture avec ce créateur de génie qui a marqué de son empreinte le monde de la mode. Le très visionnaire Paul Poiret est la star d'une exposition passionnante qui nous replonge à mi-chemin entre la belle époque et les années folles. La commissaire de cette exposition sera notre invitée dans un court instant. Et enfin, nous terminerons cette exposition et cette émission avec celui qui passe ses soirées dans les théâtres pour vous sélectionner tout simplement les meilleures pièces. Bernard Babkin, journaliste culture à Madame Figaro, vous dévoilera la sélection du moment. Allez, il est temps pour moi de vous présenter les invités qui vont m'accompagner lors de cette première partie. Pierre Viriot, vous êtes le directeur marque et image d'EDF. Bonjour, soyez le bienvenu. Bonjour. Autour de cette table, Sandrine Rabault, vous occupez la fonction de directrice technique nationale adjointe de la Fédération française de handisport. Soyez également la bienvenue autour de cette table. Et Renaud Charles, vous êtes rédacteur en chef et cofondateur du média local Enlarge Your Paris. Désolé pour mon accent anglo-saxon, pas très bon. Il est bien mieux que le mien. Bon, c'est déjà bon signe. Alors ce dimanche, je disais, sera placé sous le signe de l'activité physique dans la capitale grâce à la première édition de la fête du sport qui se déroule, c'est vrai, dans toute la France, mais aussi particulièrement, bien évidemment, en Ile-de-France. Et en guise d'introduction, je vous propose d'écouter l'ancienne ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, qui s'exprimait à ce sujet. C'était il y a tout juste un an. Écoutez. Je trouve ça formidable d'instaurer ce moment-là, ce rituel. Il existait une fête de la musique. Je trouve que le fait qu'il y ait maintenant une fête du sport, c'est une formidable nouvelle. On a besoin tous d'inscrire plus d'activités physiques et sportives dans notre quotidien, donc faire vivre cet élan du sport dans les territoires, à travers les clubs, avec les dirigeants, avec les bénévoles, avec les éducateurs du mouvement sportif. C'est formidable. Ça va être aussi une façon de prolonger un peu cet esprit des Jeux, de garder cette trace-là. Voilà pour les propos de l'ancienne ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra. En quoi consiste concrètement cette fête du sport? C'est une bonne question. Elle vient parfaitement de le résumer. Donc voilà, il y avait une fête de la musique, il y avait des fêtes sur à peu près tout. Oui, c'est ça. Sauf sur quelque chose d'essentiel, qui est le sport. Donc c'est une évidence. Est-ce que cette fête du sport correspond véritablement à ce que la fête de la musique représente pour le monde de la musique? C'est ça en fait? Alors c'est difficile de le dire parce qu'on est à la première édition, oui. mais en tout cas c'est la vocation. Je pense que oui, ça va susciter un engouement et c'est bien finalement d'avoir un été qui soit délimité entre une fête de la musique d'un côté et une fête du sport de l'autre. Et Sandrine Rabault, vous en réjouissez de cette fête du sport? Vous avez applaudi dès demain lorsque ça a été annoncé il y a un an dans la lignée des Jeux Olympiques? Oui, bon, je pense qu'on ne peut que s'en féliciter. Après, je dirais que peut-être différemment d'une fête de la musique, la fête du sport, c'est aussi un moyen d'inciter les gens à venir pratiquer une activité physique, soit en compétition, soit en loisir, mais sortir d'une certaine sédentarité. Aujourd'hui, je vais à la fête du cinéma pour aller voir un film, je vais à la fête de la musique en termes de loisirs et de plaisir. L'idée de la fête du sport, c'est quand même, voilà ce qui existe sur ton territoire, voilà ce que tu peux pratiquer, voilà ce qui est accessible à chacun, que je sois para ou valide, et d'autant plus para qui me concerne, parce que nous, ce qu'il faut, c'est donner de la visibilité à l'accueil de tous. Et bien, la fête du sport, je trouve qu'elle a surtout cette vocation de montrer que tout le monde peut pratiquer, un champion comme nous. C'est ça, vous avez raison, c'est vrai qu'à la différence de la fête de la musique, peut-être il y a une dimension beaucoup plus sociétale cette fois-ci. Là, il y a une volonté peut-être de montrer qu'il faut sortir de la sédentarité. Il y a peut-être un discours qui est beaucoup plus militant que lors de la fête de la musique. Oui, les vertus du sport, elles sont plus à démontrer. Donc, et bien entendu, c'est une question déjà de bien-être, de confiance en soi, de santé. Il y a même des sujets de santé publique quand on parle de sport, mais c'est aussi un élément de cohésion sociale, de mixité, hommes-femmes, entre des territoires un peu délaissés et puis d'autres où ça se passe mieux. Donc le sport, il a cette vertu, c'est qu'il fédère et il donne de la cohésion. C'est un peu un ciment aussi pour notre société. Et quelles sont les disciplines qui vont être mises en avant lors de cette fête du sport? Par exemple, si j'adore le roller, est-ce que je vais pouvoir faire du roller? Si j'adore le football, est-ce que je vais pouvoir jouer au football? Alors, moi, j'aurais tendance à dire que le credo de la Fédération handisport, c'est de se dire qu'on est la fédération la plus inclusive de France. La notion d'inclusivité, aujourd'hui, ou d'inclusion, elle est utilisée à toutes les sauces. À la fête du sport, vous allez pouvoir venir jouer au cécifoot. Monsieur, avec à côté les champions paralympiques de cécifoot.
et qui sont aveugles. Oui. Et donc, en fin de compte, sur une même discipline, on va être tous mis sur le même pied d'égalité et on va pratiquer une discipline qui n'est pas liée qu'au public en situation de cécité, qu'au public en situation valide, mais une discipline ouverte à tous. Ouais. Et je pense que moi, j'invite les gens à venir à la fête du sport pour pouvoir pratiquer ce type de discipline où on se dit « non, mais c'est pas moi, c'est que pour les aveugles ». Ben non, c'est pas l'idée. C'est que c'est la discipline parmi tant d'autres, parce qu'il y en a plein, où chacun peut se retrouver dans les mêmes conditions de vie. Et c'est vrai que le cécifoot, la grande majorité des Français a découvert ce sport, c'est vrai, grâce aux Jeux paralympiques. Tout le monde en a parlé à ce moment-là. Est-ce qu'il y a d'autres sports méconnus que l'on va pouvoir peut-être découvrir lors de cette fête du sport? Je crois qu'il y a près d'une cinquantaine de fédérations qui sont attendues, donc ça veut dire qu'on va pouvoir profiter 46 au total. Voilà, toute la variété finalement du sport, aussi bien para que du sport olympique. Donc, et puis avec une volonté d'avoir des temps forts, des animations, cette idée effectivement de faire des démonstrations, mais aussi d'inciter à la pratique. Je pense que le sujet, il est là aussi, d'aller chercher des gens à qui on donne le goût un peu de l'effort, de l'activité physique et du sport. Et Renaud Charles, ça représente quel enjeu exactement, cette opération dans Paris ? En tout cas, à l'échelle de la région, c'est aussi l'occasion de rappeler que c'est une région sportive, ce qu'ont permis de montrer quand même les Jeux Olympiques, avec des infrastructures qui, aujourd'hui, sont accessibles au grand public. C'est-à-dire que les décors qu'on a vus à la télé, maintenant, on peut aller faire du vélo sur la piste du Vélodrome national ou sur la piste de BMX où ont été médaillés les 3 Français or, argent et bronze. Donc c'est aussi ça, c'est l'héritage. Le centre aquatique, la rivière olympique. Alors, bon, faire du cheval dans les jardins de Versailles, ça va être plus compliqué. Oui, vous avez raison. Mais on peut par contre courir sur le tracé du marathon. Et voilà, donc ça a donné Et puis, on l'a vu avec le Tour de France cette année, l'engouement autour de Montmartre. Et justement, comment les décors et le sport arrivent à se marier ensemble et à faire quelque chose de populaire, de joyeux, de festif, en fait, comme la fête de la musique. Alors vous dites que... Oui, je vous en prie. Regardez les ouvertures de spots de natation pendant l'été sur la Seine, c'était plein, quoi. C'est vrai, vous avez raison. Et je trouve que ces jeux où on a décrié, allez, on va faire des pratiques dans la Seine, c'est jouable, c'est pas jouable, mine de rien, sur l'été, c'était plein. Et je trouve que la fête du sport, aujourd'hui, elle a cette initiative et ce devoir et ce projet de se dire on doit donner l'accès à tous et permettre des initiations pour tous. Oui, sachant que l'événement, je rajoute un point, c'est que dans Paris, il a, comme toujours évidemment, il prend une proportion assez incroyable. Donc il y a l'idée de faire du spectaculaire. Donc ça, je pense que les organisateurs ont veillé justement à ce qu'il y ait des images fortes, mais ça se passe dans tous les territoires. Maintenant, voilà, on sait qu'il y a quelques temps forts qui vont être assez incroyables. Vous évoquiez la natation. On est partenaire, nous, de la Fédération française de la natation. Et donc, il y a un événement qui va se dérouler... Dans la Seine ? Oui, sur le bras de Seine de Grenelle. Voilà, qui va être assez incroyable. À la fois avec une dimension sociétale, on en parlait, puisqu'on va organiser une opération qui s'appelle Savoir nager, où le sujet, c'est justement d'apprendre à nager. Il y a, malheureusement, on sort de l'été, on déplore encore trop de noyades, et donc il faut apprendre aux jeunes à nager. Et donc, on est très engagé là-dessus. On a permis à 160 000 jeunes, ces 4 dernières années, d'apprendre à nager. Et puis, il va y avoir de la compétition, des gloires, des stars du sport, anciennes, actuelles, une course assez folle, avec d'ailleurs des athlètes du team, puisqu'on soutient aussi des athlètes. Donc, les Manodou seront là, frères et sœurs, Alain Bernard. Il y aura des athlètes olympiques qui seront présents, des tout à fait. Pour une course assez incroyable sur la Seine. Et je crois même savoir qu'il devrait y avoir un match entre Maxime Grousset, là aussi, nageur du team EDF, et puis double médaillé lors de ces championnats du monde à Singapour, qui va affronter Tony Estanguet, qui fait son retour dans un canoë sur la Seine. Celui qui était directeur des Jeux Olympiques de Paris. Vous nous donnez une bonne information là. Donc, et c'est vrai que pour que ce soit très clair pour les téléspectateurs et téléspectatrices qui nous regardent, vous nous disiez qu'il allait y avoir effectivement des sportifs de haut niveau qui allaient s'affronter, mais est-ce que cette opération s'adresse aussi au grand public et quel type de public, quel âge? Je pense que c'est ce qu'on essaye de faire passer comme message, c'est qu'aujourd'hui l'intérêt de cette fête du sport, c'est qu'elle est ouverte à tous. Aux kidam, aux licenciés d'un club qui a envie de dire moi je fais, aux champions qui va montrer que tout est possible, mais aussi à la femme
de montrer qu'aux jeunes filles, eh bien, on va avoir une championne qui a 20, 25 ans, qui va pouvoir parler à une petite fille de 4, 5, 6 ans en disant « mais tu sais, j'ai commencé comme toi » ou en roller, je tombais tous les 2 mètres, ou par exemple Aurélie Aubert en boccia va dire voilà quel est mon parcours de vie. Et je pense que toute l'idée de cette fête du sport, c'est de se dire hommes, femmes, enfants, ados, qui qu'on soit, venez vous sensibiliser à toutes les pratiques, venez goûter. Et pour parler un peu de la fédération d'e-sport, c'est de se dire qu'une fédération comme la nôtre, qui est quand même une fédération multisport, elle offre la possibilité à n'importe quel adhérent de pouvoir goûter à différentes disciplines avant peut-être à terme de choisir et devenir un champion paralympique de natation ou autre. Et moi j'ai envie de dire que cette fête du sport, elle permet ça. Venez, goûtez à toutes les disciplines, vous n'êtes pas obligé d'en choisir une. C'est une immense initiation. Mais voilà, goûtez à tout ça parce que trop de fois, un enfant va être orienté vers une discipline et puis pendant 1 an, il va être obligé de faire la même chose. Et puis aller 2 ou 3 ans parce que les parents sont footballeurs ou que sais-je. Eh bien, là, c'est venons goûter à tout. Et avec la fédération d'e-sport, eh bien, goûtons encore plus. Encore plus, effectivement. Ça nous offre un spectre bien plus large. Pour prendre l'exemple qui nous concerne, EDF, on sera présent physiquement avec un stand parmi les différentes fédérations. On sera sur la place de l'Hôtel de Ville. Et c'est exactement ce que vous décrivez. C'est-à-dire que l'idée, c'est d'accueillir le grand public, tous les publics. Nous, on aura une animation de course fauteuil. Donc voilà, parce qu'on est partenaire. On est dans le handisport aussi. Oui, on est partenaire du handisport depuis plus de 30 ans. On est un partenaire historique. Et donc là, eh bien, les gens ils vont pouvoir se mettre dans la peau d'un champion, avec une animation qui est à la fois physique, puisqu'il faut tourner les roues pour avancer, c'est un 100 mètres, et un casque de réalité virtuelle qui leur permet d'être plongés dans un stade. On l'a utilisé lors des Jeux au Club France et au pavillon EDF qu'on a mis en place. Et honnêtement, ça fonctionne très bien. Voilà. C'est cette idée de donner envie, d'amuser. Et puis, on aura également, on en parlera peut-être plus tard, un prototype qui reproduira l'effet de la flamme qui se trouve au niveau de la vasque olympique. Voilà, c'est la dernière fois qu'elle s'élèvera, mais on en parlera effectivement un peu plus tard. Renaud Charles, une petite question que je voulais vous poser. Lorsque ce type d'opération est organisé à Paris, comment la population répond-elle? Est-ce qu'elle vient massivement? Est-ce qu'il faut s'attendre, par exemple, ce dimanche à une énorme fréquentation? Alors là, vous me demandez d'être le bison futé de la fête du sport. Ah, mais c'est exact, mais c'est parfaitement la question. Est-ce qu'il y aura une grosse affluence? Ça dépendra de la météo, beaucoup. Et je crois qu'il va faire beau. Donc, non, il va faire moche. Ça change à peu près tous les jours, là, donc on croise les doigts. Eh bien, c'est là qu'on va voir si vraiment il y a un engouement pour le sport. Parce que s'il pleut et qu'il y a du monde, alors là... Vous disiez tout à l'heure, d'ailleurs, que c'était beaucoup plus compliqué de faire de l'équitation dans le Jardin des Tuileries, mais là, je me permets de vous préciser qu'il y aura quand même un poney club au Jardin des Tuileries, effectivement, qui sera organisé ce dimanche. Un poney club éphémère, voilà, au Jardin des Tuileries à Paris, qui va proposer une douzaine d'ateliers, et la rue de Rivoli aussi, qui va se transformer en boulevard du sport. Voilà, boulevard du sport. Vous pouvez m'en parler de ça, du boulevard du sport? Parce que c'est pareil, c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Il y a une force symbolique, évidemment, à transformer la rue de Rivoli, qui est quand même la grande artère de Paris, en boulevard du sport. Et donc, moi, je suis convaincu qu'il y aura du monde, parce qu'il va y avoir des choses incroyables à voir. Et puis, les Parisiens... Alors, ça démarre début d'après-midi, donc voilà, il y a toutes les chances que ça fonctionne. Si ça avait été à 10h du matin, vu l'heure de lever des Parisiens, c'est peut-être plus difficile. Et puis, ça va se prolonger toute l'après-midi, donc... On espère qu'il y aura du monde, bien sûr. Il y a des champions, quoi. Il y a aussi, je trouve que l'intérêt, c'est qu'aujourd'hui, les champions d'aujourd'hui et d'hier répondent à un événement de ce type et montrent l'intérêt qu'ils y portent et puis la volonté de pouvoir en faire la promotion. C'est aussi un signe pour montrer qu'on est quand même toute une communauté à porter le sport. Il n'y a pas que les acteurs d'aujourd'hui, il y a ceux d'hier la personne, et on l'a vu au jeu, quand on a vu la cérémonie d'ouverture, c'était quand même multigénérationnel, ça a mobilisé toutes les tranches d'âge. Là, la fête du sport, c'est un peu le même schéma. Quand vous dites les nageurs vont arriver toute génération, ça veut dire que chacun va peut-être s'y retrouver et qu'une personne de 50 ans va dire moi j'y vais parce qu'il y a un tel qui est là, quoi. Renaud Charles, en effet, bon exemple. Malgré la pluie, ça a été un immense succès, la cérémonie d'ouverture, donc c'est de bonne augure finalement. Mais pour rebondir sur ce que vous disiez, l'épidémie de sédentarité, il y a une autre épidémie qu'on constate aussi, et pas qu'en France, c'est l'épidémie de solitude. Donc le sport, c'est aussi et donc ces événements-là
sont des occasions pour se retrouver. On voit le succès de la fête des voisins. Oui. Donc la fête du sport, elle remplit aussi cette vocation, c'est de sortir de chez soi, déjà, pour faire du sport. C'est encore mieux. Ouais. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on va rencontrer des gens. Donc ça, c'est quand même une vertu qui est manifeste et dont on a besoin. Et la fête du sport, pardon, c'est un événement qui se veut annuel. Est-ce qu'il ne faudrait pas faire en sorte qu'il se passe plusieurs fois dans l'année ? Je vous pose cette question parce que c'est vrai qu'une fois dans l'année, c'est super. Alors parfois, on n'est pas forcément là au bon endroit, on n'est pas forcément disponible. Mais si on l'organise plusieurs fois dans l'année, là, ce message qu'on veut donner à la population, à savoir brisons cette sédentarité, il devient beaucoup plus important et efficace. C'est une fête qu'il faut avoir toute l'année, même si comme ça sonne bien. Oui, évidemment, tout le monde a envie de faire la fête. Ouais. Non, la réalité, c'est qu'il faut qu'il y ait du sport toute l'année. Ouais. Voilà, et que ça ne soit pas un one-shot, comme on dit si bien en français. Donc, pour moi, c'est un déclencheur. Voilà, ça peut être... c'est donner l'envie d'eux, mais le sport, il se pratique dans tous les territoires, toute l'année. Nous, on travaille avec la Fédé de foot, par exemple, c'est 12 000 clubs, donc il y a plus de 2 millions de licenciés. Donc il y a un appétit de sport. Après, il faut des équipements, il faut de l'encadrement, il faut des bénévoles, mais je dirais, le sport, il peut se pratiquer partout, à tout moment, d'ailleurs qu'on soit en club ou pas en club. Oui, mais Sandrine Rabault, est-ce que vous êtes d'accord avec le fait que peut-être on n'a pas suffisamment surfé sur la vague des Jeux Olympiques et des Jeux Paralympiques ? Parce que si on se remet 12 mois en arrière, il y avait une effervescence incroyable en France. C'est vrai que tout le monde était très content d'accueillir les Jeux Olympiques, les polémiques étaient bien derrière, vous voyez. Tout le monde allait regarder soit les compétitions à la télévision, soit directement sur place. Et derrière, finalement, l'engouement est assez vite retombé. Je dirais que le soufflet est assez vite retombé. Et là, on essaye de raviver la flamme olympique, si j'ose dire. Est-ce que finalement, on n'aurait pas pu le faire un peu plus tôt ? Alors moi, je n'ai pas tout à fait ce regard en disant que je pense que les Jeux Olympiques étaient un spectacle. Ouais. Chacun est venu voir un spectacle avec des champions qui sont tout de même des pratiquants de tous les jours, mais on est allé voir un spectacle. La vie associative et la pratique sportive, elle est toute l'année, depuis des années. Je vous rappelle que la loi sur les associations, c'est 1901, donc, et que le sport, ça date depuis bien plus longtemps. Donc non, ce n'est pas une question de souffler, d'héritage ou de quoi que ce soit, c'est que dans le cadre de la vie de la pratique sportive, il y a eu un événement, un spectacle, une Coupe du Monde de foot en 1998, plein d'événements qui sont ponctuels. Maintenant, il y a une offre tout au long de l'année qui est représentative, comme disait monsieur, de l'intérêt du sport. L'intérêt du sport, ce n'est pas comme ce que l'on voit des fois, tiens, je vais aller faire le marathon de Paris une fois. Oui. Non, si je veux avoir une activité qui est bonne pour ma santé, il faut que je cours peut-être pas 42 km, mais au moins 10 régulièrement. Là, on fait une fête à un moment pour montrer que ça existe, mais l'intérêt, c'est reste quand même d'avoir une pratique régulière. Et notre vie associative, comme disait monsieur, elle est riche, quoi. Absolument. Et c'est tout, je trouve. Moi, j'ai envie quand même de porter le message par rapport à cette fête du sport que oui, la pratique sportive en solo, comme on aime faire, aller courir de temps en temps, elle a un intérêt. Mais la vie sociale dans une association sportive ou une association quelle qu'elle soit, elle est 10 fois plus importante et puis bénéfique à l'individu par rapport à l'isolement. Donc je trouve que par rapport à cette fête du sport, insistons sur la dimension pratique quotidienne du sport, affective de ce qu'on retrouve dans le sport. Les Jeux ont été un accélérateur. Alors oui, il y a forcément une forme de soufflet qui retombe parce qu'une fois l'événement terminé, on aurait rêvé que ça se prolonge. Les vacances sont terminées, le travail reprend. Mais c'est un accélérateur et dans différents domaines. Un premier point, c'est que l'envie de sport, on l'a vu puisque le nombre de licenciés a explosé. Il y a dans certaines disciplines sportives, il y a eu du plus 20, du plus 50%. Donc ça montre bien qu'on a vu des champions, ça donne envie, et il y a ce côté un peu le rôle moteur des champions, et donc derrière, les clubs, ils ont vu arriver des gens qui voulaient se licencier. Je pense qu'il y a quand même un travail autour de l'accessibilité. On reparlera peut-être des Jeux Paralympiques. Là aussi, le travail à accomplir, il est considérable. Mais voilà, des choses qui ont été faites dans la perspective des Jeux et qui continuent à se faire derrière. Et puis, par exemple, sur notre sujet, qui est la question de l'empreinte écologique du sport, ces Jeux, ils marquent quand même un petit tournant. C'était la première fois qu'on divisait par 2 l'empreinte carbone des Jeux. Et donc, il a fallu imaginer des solutions, alors dans le domaine de l'énergie, mais pas que, dans tous les domaines.
Et c'est un signal envoyé aussi aux grands événements de dire on ne peut pas continuer à organiser ces grands événements de la même manière. On en a besoin parce qu'on fait société, on a des moments incroyables au travers de ces événements, mais il faut aussi être plus sobre, plus responsable. Et donc ça a été aussi un laboratoire d'innovation. Renaud Charles, sur cet engouement justement vis-à-vis des Jeux Olympiques et Paralympiques, quel est votre regard aussi sur cette question? Est-ce que vous pensez que l'effervescence autour du sport est peut-être plus importante aujourd'hui qu'auparavant, avant les JO? J'ai pas de chiffres, donc ce serait complètement intuitif. Par contre, pour résumer ce qu'on vient de se dire, c'est il y a des fêtes du sport, la fête du sport, les Jeux Olympiques, c'est une fête du sport, mais nous tous autour de cette table, médias, acteurs, sponsors, il faut qu'on veille à faire en sorte que le sport soit à la fête tous les jours. Et donc, en ce qui me concerne, ça passe par l'information. Et l'information, c'est quoi? C'est vous dire qu'en Île-de-France, il y a 390 gares, ce qui est énorme, ça doit être le territoire le mieux desservi au monde. Et en plus, on a un réseau de sentiers de grande randonnée qui relie certaines de ces gares. La marche, c'est quand même le premier des sports. C'est le plus accessible, c'est le moins coûteux. Et en Île-de-France, ce qu'on ne sait pas, c'est que c'est sans doute la région la plus simple pour partir randonner. Parce qu'avec son pass Navigo, dézonné en plus. Donc, c'est le pass de loisirs le moins cher du monde, le pass Navigo. On monte dans un train, on descend à une gare, on marche, on rentre en train. Et on a passé un super moment, en plus en voyant des paysages que bien souvent on méconnaît en Île-de-France. Donc notre rôle en tant que média, c'est de donner les occasions toute l'année, et vous le faites sur le Figaro TV, donner des occasions de sortir de chez soi. Le sport en est une merveilleuse. En Île-de-France, on peut pratiquer une activité quotidienne physique facilement, c'est ce que vous êtes en train de nous dire. Ça va dans le sens de votre discours, c'est-à-dire que si on veut bouger tous les jours, je crois que les recommandations, c'est une demi-heure par jour, c'est possible, c'est ce que vous nous dites. Il existe aussi des infrastructures pour pratiquer du sport dans son quartier, à côté de chez soi? Il y a un grand sujet d'imaginaire, en fait. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on se projette dans cette région? C'est vrai qu'elle est complexe, cette région, pour s'y déplacer. Mais en fait, si on arrive à valoriser l'offre et à donner envie de s'en emparer, alors là, ça change tout. Et on le voit, nous, on organise des randonnées avec Enlargeur Paris et des sponsors comme Transilien, comme la région Île-de-France. Et à chaque fois, on bloque les places à 120. Il y a 100 personnes qui se déplacent. Il y a 100 personnes qui viennent randonner. Ce qui fait que ça crée presque une alternative à la mobilité. On devient un pédibus. Quand on traverse, les voitures sont obligées de s'arrêter. Donc c'est un moyen de transport alternatif. Et c'est fascinant. Et des gens, par contre, je l'ai observé, des gens dans les trains qui vont randonner, et il y en a de plus en plus. Donc il y a un vrai phénomène, et il y a autre chose. Alors je ne sais pas si je peux la citer, je ne la citerai pas, mais il y a une appli pour courir. Oui, absolument, oui. On voit de quelle appli vous parlez. Voilà, je ne la cite pas. Qui sert aujourd'hui de site de rencontre. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Et donc voilà, on en revient à... Je regarde ça parce qu'on en a une aussi qu'on a développée pour nos salariés, dans cette idée de les inciter à faire de l'activité physique et sportive. Il faudrait que je vérifie comment elle est utilisée. Peut-être des BEDF. 14 000 salariés qui l'utilisent, donc ça... Ah oui, si vous voyez un pic de naissance dans votre entreprise, c'est que vraisemblablement... Quand on donne des outils, ça fonctionne. Il y a un point peut-être, c'est de travailler aussi de manière spécifique sur les plus jeunes. Parce que c'est dès le jeune âge finalement que les bons réflexes se prennent pour la suite. Et donc là, nous on a des programmes dédiés sur les jeunes, mais je pense que tout le monde en fait. C'est important parce que la sensibilisation, c'est important. C'est là que ça se joue. Et puis Amélie Oudéa, Castéra avait initié des choses dans les écoles. Il faut, ça c'est important parce que le sport d'aujourd'hui, c'est la prévention de demain. Ça commence très tôt. L'ancrage, il se fait dès le plus jeune âge, quoi. On sait bien que d'un point de vue moteur, l'ancrage des habiletés, il se fait dès le plus jeune âge. Donc on a tout intérêt à ce que dès le plus jeune âge, on ne soit pas dans une pratique sportive de compétition, mais on soit dans une pratique d'activité physique qui à terme viendra vers du sport ou vers de la compète selon les envies de chacun. J'insiste un peu sur aussi ces jeunes filles, de se dire qu'à un moment dans l'offre de pratique, même si on a fortement développé le foot féminin, il faut qu'on arrive aussi à apporter une offre de pratique plurielle pour
tous et toutes, mais tout secteur confondu, et pour renchérir sur le milieu du handisport, que les équipements soient aujourd'hui plus accessibles. Oui. Et l'accessibilité, il n'est pas l'accessibilité à l'équipement, mais c'est de comment je fais pour aller de chez moi vers l'équipement. Oui. Les équipements, les nouveaux équipements, ils doivent être accessibles. Oui. Donc ils le sont, mais c'est comment de chez moi, j'ai une offre de mobilité qui me permet d'aller... la randonnée, c'est vrai que c'est bien, mais quelquefois l'individu, il ne sait pas si la randonnée, elle est accessible pour les personnes en fauteuil ou pour les personnes avec des béquilles ou quoi que ce soit. C'est vraiment d'avoir une réflexion plus globale et plus systémique sur... Comment j'élargis le spectre. Alors je tiens à préciser malgré tout que la fête du sport ne sera pas célébrée par tous. Contre toute attente, plusieurs élus de Seine-Saint-Denis ont décidé de boycotter ce rendez-vous. Pourquoi ? Eh bien, je vous propose d'écouter le président du conseil départemental, Stéphane Troussel. La faiblesse, par ailleurs, des crédits destinés à cette initiative. Donc, on ne peut pas avoir envie de faire la fête du sport quand il y a de telles mauvaises nouvelles qui s'amoncellent sur le budget des sports. Et donc, oui, moi, j'appelle au boycott. Je suis sûr qu'il y a déjà un certain nombre d'élus locaux qui n'y participeront pas. On appelle au boycott de cette fête du sport, voulue par le président de la République. On ne peut pas se contenter d'un coup de com', alors qu'il y a ces décisions qui tombent. Et c'est une alerte. Et je veux dire... Je leur dis, revenez sur cette décision, remettez les crédits du passeport. Voilà, alors un peu de contexte pour recontextualiser cette déclaration. Dans le budget présenté par l'ex-premier ministre François Bayrou, les missions jeunesse et sport se voyaient rabotées de 17,6%. Alors évidemment, depuis, le chef du gouvernement est tombé à la suite du vote de confiance. Mais est-ce que ce n'est pas quelque part un peu hypocrite de fêter le sport, alors que justement les budgets sont vraisemblablement de plus en plus rabotés et pourraient justement être encore rabotés dans le budget suivant? Je pense que si on attend après des crédits pour aller vers une activité physique, on va attendre longtemps. Ouais. Aujourd'hui, la pratique sportive, elle a toujours été portée par du bénévolat, elle a toujours été portée par une ferveur populaire. Il faut que ça reste notre ancrage. Donc certes, il y a des populations, il y a des publics qui sont en difficulté pour avoir accès à des activités physiques, accompagnons-les. Le passeport en était un outil. Le passeport pour les personnes en situation de handicap, il a été ouvert. Donc il est d'autant plus accessible pour les publics en situation de handicap. Le gouvernement fait des choix. Je dirais que maintenant, à nous, peut-être des fois, fédération et avec le travail de nos partenaires, à se mobiliser pour offrir aussi cette accessibilité malgré ce manque de financement. Et on y arrive. Si on est partenaire depuis 30 ans, c'est qu'à un moment, on fait quand même des choses. Ouais. Et si on a une augmentation de nos adhérents, c'est tout de même que les gens y retrouvent leur compte et puis qu'il y a une offre. Donc le boycott, je ne suis pas sûre que ce soit la solution. Par contre, se manifester comme quoi, c'est vrai que c'est dommage. Oui. En tout cas, vous arrivez à gérer ce manque de budget au sein des fédérations. Eh bien, voilà, moi je trouve que je ne peux que féliciter l'engagement de nos bénévoles, nos dirigeants de fédération qui... Moi, je suis professionnelle, c'est mon métier, mais à côté, on vit avec un ensemble de bénévoles qui, eux, œuvrent au quotidien pour accueillir les publics et avoir des bonnes idées. Avec nous, mais pour avoir des bonnes idées. C'est important. Les partenaires, c'est la même chose. C'est un collectif. Je voudrais qu'on termine cette interview en parlant de la vasque olympique, puisque ce dimanche, c'est la dernière fois que l'on verra ce dirigeable s'élancer dans le ciel. Ce ballon, oui, voilà, s'élancer pour la dernière fois dans le ciel de la capitale. Vous n'êtes pas trop triste, quand même, à l'idée de voir cette date qui s'approche à grands pas? Un peu, mais on sait déjà qu'il va revenir. Donc, elle va revenir, cette magnifique vasque, l'année prochaine, précisément le jour de la fête de la musique. Rappelez-nous dans quelle mesure vous avez contribué à cette vasque? Eh bien, on a conçu la technologie de flamme électrique. Voilà, c'est un projet assez incroyable qui a réuni un designer, Mathieu Lehanner, évidemment le COJO, donc les équipes de Tony Estanguet qui étaient à l'initiative de ça, qui avaient la volonté de casser les codes, de faire quelque chose qui soit très visible, très populaire. Et nous, ça tombait bien parce qu'on avait des savoir-faire qui ont rendu possible en fait cette vasque, parce que sans flamme électrique, la vasque n'existerait pas. Et donc, on a travaillé de concert, et voilà, c'est une immense fierté. J'ai piloté à titre personnel le projet, donc voilà, c'est beaucoup d'émotions. Donc on est ravis de la voir revenir, et on finance le retour. Mais est-ce que vous êtes ravis de la voir partir? Est-ce que vous n'aimeriez pas qu'elle reste là toute l'année? D'abord, les conditions estivales se prêtent davantage à un lever de ballon. L'hiver, c'est quand même plus compliqué. Et puis, c'est bien, comme ça, on se fait un peu attendre, désirer. Voilà. Mais on sait que le président de la République nous a demandé à ce que cette vasque puisse revenir donc, trois étés successifs. Donc ça sera à nouveau le cas en 26 et en 27, avant de passer le témoin
hein, donc aux Jeux de Los Angeles. De Los Angeles, absolument. Eh bien, merci à tous les trois. Merci d'avoir été autour de cette table. On poursuit cette émission avec un virtuose de la mode qui a marqué son époque. Et ce génie, il s'appelle Paul Poiret, couturier reconnu, considéré comme l'un des créateurs d'ailleurs les plus influents du siècle passé. Il est la star d'une exposition qui se tient jusqu'en janvier prochain et qui plaide haut et fort que la mode est une fête. Décidément, on va beaucoup parler de fête dans cette émission. Bonjour Marie-Sophie Carmon de la Carrière. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Alors vous êtes commissaire de cette exposition. On parlait du sport en fête. Maintenant, on va parler de la mode en fête. Qui était Paul Poiret déjà ? Paul Poiret, ça a été un génial couturier du début du XXe siècle. Malheureusement, aujourd'hui, il est oublié et nous espérons que l'exposition va raviver son nom, ce personnage et son style inimitable. Et comment vous expliquez que ce nom ait été oublié par notre mémoire collective ? Il a été oublié parce que la marque Paul Poiret n'existe plus. Ce n'est plus une marque de mode. Et le temps a passé. De son vivant, il a connu aussi l'oubli, la décrépitude. Il est devenu très pauvre à la fin de sa vie. C'est vraiment une histoire incroyable que nous restituons dans le parcours de l'exposition. Et tout le monde s'accordera à dire que Paul Poiret était un véritable génie, qu'il a vraiment marqué son époque. Pour quelle raison est-il une figure incontournable de la mode ? Parce qu'il a contribué à changer la mode et à changer la mode que les femmes incarnait, puisque la femme a évolué au début du XXe siècle, en particulier la femme en mouvement, telle qu'elle peut s'incarner dans sa femme Denise Poiret, son épouse, a besoin de bouger, de se mouvoir, de courir, et ce dynamisme de la femme, il va lui faire le vêtement, concevoir le vêtement qui va avec cette nouvelle silhouette. Voilà, et on voit là les images qui défilent et que l'on peut retrouver dans cette exposition qui se passe au Musée des Arts Décoratifs à Paris. Parlez-moi des débuts de Paul Poiret dans la mode. Chez qui a-t-il été formé ? Quelles ont été ses inspirations au début ? Alors, au début, quand il était enfant, il voulait vraiment être couturier et non pas commerçant comme pouvait l'être son père. Son père était drapier dans le quartier des Halles, dans le centre de Paris. Il veut être couturier, il a des sœurs, il habille les poupées de ses sœurs. Et comme il est à Paris, il circule beaucoup dans le quartier des maisons de couture, en particulier rue de la Paix. Et donc, de lui-même, il se fait une idée des grands maîtres de la couture que peuvent être Worth et Jacques Doucet. Et auprès de ces deux grandes figures, il va apprendre le métier de couturier. Mais très vite, il va vouloir lancer sa propre marque parce qu'il a une idée très arrêtée sur ce que doit être son style. Et en 1903, il a 24 ans, donc il a une forme d'audace que peut incarner la jeunesse. Il ouvre sa maison de couture, Paul Poiret à Paris, derrière l'Opéra, rue Scribe. Ouais. Et comment vous définiriez ce style dont vous nous parlez ? C'est un style qui tranche avec justement les maîtres précédents. La femme n'est plus corsetée, la silhouette n'est plus en forme de sablier, on dégage la taille, le vêtement repose sur les épaules, il est libre, il est avec des tissus plus souples, fluides, et la femme peut, par là même, le corps de la femme est suggéré, il reste très sensuel, et cette sensualité du vêtement s'incarne dans le choix aussi des couleurs très fortes et toute une gamme de couleurs qui va du violet au rouge, au rose. La rose, d'ailleurs, devient l'emblème de Paul Poiret puisqu'on la retrouve sur sa griffe. Et la rose, c'est l'emblème de la femme. La femme est au centre de ses préoccupations. On peut véritablement dire, si je ne me trompe pas, qu'il a redéfini l'esthétique du corps féminin, Paul Poiret. Absolument en accord avec ce que la femme pouvait, l'évolution de la femme à son époque. Et c'est ça la mode, c'est de correspondre à l'époque. Et là, nous sommes avant la Première Guerre mondiale. Il est vraiment en phase avec cette évolution. La Première Guerre mondiale, il va la connaître comme tous les gens de sa génération. Ça va être un arrêt brutal de 4 ans. Et quand il revient, il y a encore une nouvelle évolution et peut-être il est moins en phase avec cette évolution après la Première Guerre mondiale. Et très vite, il va connaître la fin en 1929.
Absolument, il devra quitter même son atelier un peu plus tard. Mais comment ça a été perçu justement à l'époque, cette révolution? Vous dites qu'il était en phase avec son époque, ça veut dire que ça a été accepté? Alors c'était, en fait, ça s'adressait aussi à une élite, à des clients très fortunés. Mais il veut aussi être en phase avec la rue. Il s'intéresse beaucoup au monde du théâtre, du music-hall, des cabarets. Il est un homme de spectacle et il peut être séduit par une marchande de fleurs au coin de la rue, mais il tient à donner la ligne. C'est lui qui décide de ce que doit être le style des vêtements que les femmes vont porter. Et pourquoi enlever le corset aux femmes? Pourquoi c'est à ce moment précis que les femmes ont arrêté de porter le corset? Parce que c'était un instrument de torture et il connaît très bien les femmes. Il est très proche des clientes de Doucet et de Worth. C'est un couturier qui aime les femmes, qui aime les fréquenter. Et donc, il est au cœur de leurs besoins. C'est un instrument de torture à tel point que Cléo de Mérode, qui était une danseuse très proche de Jacques Doucet, avait un tour de taille qui était phénoménal. Elle incarnait la plus belle femme du monde en 1900, mais c'était quelque chose de complètement artificiel. Donc, le corps a besoin d'être libéré. Et au fond, Paul Poiret est en phase avec aujourd'hui ce qu'on appelle... il faut que la mode soit aussi adaptée au corps féminin sans contrainte. Absolument. Et ça correspondait peut-être aussi aux revendications des mouvements féministes de l'époque qui voulaient dire que la femme avait besoin aussi de s'émanciper peut-être. Oui, mais s'émanciper même de manière intime. C'est-à-dire que le vêtement devait refléter ce besoin de ne plus être là pour séduire les hommes, mais pour être aussi une forme de confort, tout en aimant la beauté. Et je voudrais qu'on s'arrête d'ailleurs sur ce titre que vous venez de voir à l'instant à l'écran, « La mode est une fête ». Pour quelle raison avez-vous choisi ce titre et en quoi ça correspond bien à Paul Poiret? Paul Poiret, il aimait s'amuser. Il aimait s'amuser au théâtre, il aimait voir des spectacles de danse, il aimait aller au cabaret et il aimait organiser des fêtes. Et c'est comme un impresario, une fête, c'est toute une nuit. Par exemple, il y a cette impressionnante fête qu'il organise dans sa maison de couture, la fête de la 1002e nuit, toute la nuit, donc 300 invités, c'est le tout Paris qui l'invite. Ça, c'est très nouveau. Le couturier n'est plus un simple fournisseur. C'est lui qui vraiment organise des événements, ce qui aujourd'hui paraît fréquent dans le milieu de la mode, parmi les créateurs de mode. Il invite 300 invités selon un thème persan. Et chaque invité, il y a un programme qui est établi, doit arriver en reprenant ce thème. Mais si l'invité n'a pas la tenue ad hoc, eh bien, on lui propose des tenues de remplacement. Et il raconte dans ses mémoires en habillant l'époque sont très amusantes à lire. Il raconte donc toute cette nuit incroyable où aussi... Donc les invités sont en une forme d'harmonie, il y a des animations, des spectacles, des danses, et aussi il y a des buffets, les boissons, la nourriture est aussi en accord avec le thème de la fête, et ça doit durer toute la nuit. Et ensuite, la presse se répand pour raconter cette fête incroyable, donc c'est une publicité énorme qui est faite pour sa maison de couture. Vous évoquez ses mémoires en habillant l'époque. Il a véritablement habillé son époque, Paul Poiret, on peut le dire? Je pense qu'il a été très intelligent. Il a compris l'essence de la mode. La mode, c'est quelque chose de très particulier. C'est-à-dire que le vêtement doit être en phase avec les besoins du temps, de l'époque. Il faut être dans son temps, faire partie de son temps. Et la mode, c'est quelque chose de très éphémère. Ça peut ensuite basculer. Et quand on n'est plus à la mode, c'est la fin. C'est ça. Et ça tient à très peu de choses. C'est une forme de sensibilité aussi qu'il a pour les besoins de la femme. Et parlons de cette exposition vraiment à proprement dit. Comment s'organise-t-elle, cette exposition? Est-ce que c'est une exposition chronologique, thématique? Elle est à la fois chronologique et thématique, et surtout nous avons la chance au Musée des Arts Décoratifs d'avoir des chefs-d'œuvre de Paul Poiret
qui sont rassemblés, qui ont tous été restaurés. Et donc, on a 80 silhouettes qui sont présentées. Effectivement, il y a un parcours qui permet de comprendre comment on devient un couturier et comment, même aujourd'hui, ce couturier peut avoir une forme d'influence chez les créateurs de mode qui connaissent le travail de Paul Poiret. Je voudrais que l'on regarde cette robe qui est, je crois, l'une des robes phares de Paul Poiret. C'est la robe Joséphine qui s'affiche à l'écran. Pourquoi est-elle considérée aujourd'hui comme un chef-d'œuvre ? Elle est considérée comme un chef-d'œuvre parce qu'elle tranche avec ce qui pouvait se faire, la robe corsetée comme Vort a pu l'écrire pour les aristocrates, les reines des royaumes européens ou alors les riches américaines. Donc la taille est remontée, c'est un simple soutien-gorge qui est placé à l'intérieur du vêtement qui soutient la poitrine. Elle est blanche, elle reprend un style, puisque c'est le principe de la mode, il y a un cycle de la mode et on reprend des modes passés, historiques, et là il s'agit du directoire, de ce qu'on a pu appeler aussi la mode empire. La taille est haute, il y a un décolleté très rond, très simple, et il y a cette fameuse rose qui est placée au creux de la poitrine. Joséphine, évidemment, on pense à la figure de Joséphine de Beauharnais, l'épouse de Bonaparte, et il y a ce voile, ce manteau, en fait, qui est un voile d'or, qui est brodé de manière très subtile, donc à la fois une forme de raffinement et de grande simplicité. Et quand on voit cette robe, on se dit que finalement, il y a des héritages, Paul Poiret. Ça pourrait être une robe portée aujourd'hui, si j'ose dire. Est-ce que c'était quelqu'un qui était résolument moderne? Et est-ce qu'aujourd'hui, il y a des héritiers Paul Poiret? Aujourd'hui, on peut penser qu'il y a des héritiers Paul Poiret, même si la nouvelle génération de créateurs ne connaît pas forcément l'œuvre de Paul Poiret, parce qu'elle n'a pas été exposée depuis très longtemps. Ouais. Donc, je suis très curieuse de voir dans les collections à venir des couturiers quelle va être son influence. L'influence, elle se marque par la couleur, le goût du théâtre. Par exemple, Saint-Laurent est quelqu'un qui aussi était natif de Oran. L'Orient a été une grande thématique pour Paul Poiret, mais qui était, Saint-Laurent, un grand amateur aussi de théâtre et de danse. Donc, il a en fait inculqué Christian Lacroix, qui a écrit un texte formidable pour le catalogue, s'est beaucoup inspiré, par exemple, du folklore du sud de la France, arlésien. Et Paul Poiret était intéressé par toutes sortes de choses. Il était intéressé aussi par tout ce qui était populaire, les objets populaires, le vêtement populaire, le vêtement folklorique. Il n'avait pas du tout de préjugés, il n'y avait pas de haute culture et de basse culture. Tout était intéressant pour lui. Il a été très avant-gardiste aussi, parce que je fais un clin d'œil aux jeunes téléspectateurs qui nous regardent, mais ça a été finalement le premier à recourir aux influenceurs pour promouvoir ces robes, puisqu'il demandait aux comédiens, aux comédiennes peut-être de l'époque de porter ces robes et puis de les promouvoir aussi. C'est ce que font aujourd'hui beaucoup d'influenceurs sur les réseaux sociaux. Absolument, sous cette forme-là d'influenceurs, et de créer des événements aussi, des événements qui donnent à la mode une saveur beaucoup plus large que celle du vêtement. C'est ce qu'on appelle aussi l'art de vivre, le lifestyle aux États-Unis, et le vêtement fait partie d'un ensemble, d'une vision globale, et tout est à la mode. Eh bien, merci beaucoup Marie-Sophie Caron de La Carrière. Je rappelle que vous êtes la commissaire de l'exposition intitulée Paul Poiret, La mode est une fête, que l'on peut toujours visiter jusqu'en janvier prochain au Musée des Arts Décoratifs. Merci d'avoir été autour de cette table, et on termine cette émission par le rendez-vous que vous attendez tous, par ici les sorties. Allez, on accueille désormais un homme, celui que vous attendez tous. Il est aux sorties, ce que Michael Jackson est à la pop. Bonjour Bernard Babkin. Il est mort. Ah oui, ça c'est vrai. Oh, je suis désolé. Alors que vous êtes bien vivant. Hein. Oui. Attendez, oui, non, c'est bon, vous êtes vivant. Encore un petit peu. Bah oui, on a quand même besoin de vous cette saison, s'il vous plaît. Essayez de tenir au moins jusqu'en juin prochain, oui. Et puis après on en reparlera. Okay. Ça marche. Bernard Babkin, vous êtes journaliste culture à Madame Figaro. Alors on va commencer par parler d'une œuvre qui aura bien évidemment une résonance toute particulière
particulière dans ce studio. Je parle de La folle journée ou Le mariage de Figaro, qui se joue actuellement à la Scala à Paris. Le mariage de Figaro, bien évidemment, c'est un classique. C'est une comédie en 5 actes signée Beaumarchais. Il est toujours question d'un comte qui veut son droit de cuissage. C'est toujours ça, l'histoire? Ah ben oui, alors oui, c'est toujours ça. C'est la suite du Barbier de Séville. Donc là, on retrouve Figaro. La folle journée, c'est pour Figaro, parce que c'est le jour de son mariage. Alors, il est très content, très excité. Mais le droit de cuissage a été aboli, normalement. Mais quand même, il travaille pour le comte Almaviva, qui est quand même un chaud lapin, et qui dit, le droit de cuissage, je vais quand même l'exercer sur la fiancée de la promise de Figaro. Alors qu'il vient de l'interdire. Oui, voilà. Donc, c'est toute ambiguïté des hommes. Ah oui. Arrêtez de me regarder comme ça, vous m'accusez là. J'ai rien fait, moi. Et des politiques. Donc, ce pauvre Figaro, il se débat. Alors, il y a plein d'histoires, plein d'intrigues, ça se mélange, c'est assez drôle. C'est très drôle. Alors, c'est Léna Bréban qui a fait la mise en scène et aussi l'adaptation. Parce que la pièce, elle l'a réduite un petit peu, elle l'a concentrée. C'est une pièce très longue, normalement, avec beaucoup de personnages. Là, il reste assez nombreux. Et elle l'a concentrée autour de deux idées quand même assez fortes. C'est le droit des hommes sur les femmes. Donc là, c'est important. Et aussi une sorte de féminisme quand même, parce qu'il y a des personnages féminins qui sont très revendicatifs, des personnages revendicatifs, et qui veulent défendre le droit des femmes. Donc il y a ça, et c'est monté comme une comédie avec, c'est à la fois un petit peu aujourd'hui, un peu hier, un peu le 18e, les décors, les costumes, c'est très fluide, c'est un peu un mélange, et c'est formidable, et c'est une troupe fabuleuse. Alors, il y a Torreton, Philippe Torreton, qui joue Figaro, qui a un monologue absolument incroyable sur la politique, parce qu'il y a aussi, c'est une pièce politique, quand même. C'est une pré-révolution, on sent que c'est une pré-révolution. On rit beaucoup, parce que les autres personnages sont un petit peu des caricatures, mais très, très, très drôles, et on se dit aussi, finalement, c'est assez amer, parce qu'on se dit, on rit quand même d'Almaviva, qui veut réhabiliter le droit de cuissage, et qui ressemble quand même beaucoup à des hommes d'aujourd'hui, qui font des choses moches. Donc, ça a une résonance particulière. Très très forte, et on se dit il y a eu la Révolution depuis, il y a eu d'autres révolutions, d'autres mouvements sociaux, et finalement on est comme au XVIIIe siècle, on a les mêmes soucis, ça n'a pas tellement bougé, donc ça fait peur finalement. C'est quoi, Bernard Babkin? D'habitude nos téléspectateurs sont absolument frustrés puisqu'on n'a pas d'image à leur montrer. Et bien là, vous savez quoi, on a cassé le tiroir caisse et on a une bande-annonce pour vous. Je vous propose de la découvrir. Génial. Le comte Almaviva veut rentrer au château, mais non pas chez sa femme. C'est sur la tienne, entends-tu, qu'il a jeté ses vues. S'il y avait moyen d'attraper ce grand trompeur, de le faire tomber dans un bon piège et d'empocher son or... C'est un bon tour que de faire épouser ma vieille gouvernante. Tempérons d'abord son ardeur de nos possessions en l'inquiétant sur les siennes. C'est bien dit. J'ai voulu le ligoter, madame. C'était un lion. Ses yeux brillaient. Oh, Susan, tu n'auras qu'avec ma vie. Madame, je suis ici tremblant. Mais c'est une enfant. Il n'y a pas un grain de raison dans tout ce que vous dites. Il est inutile de chercher, monseigneur, c'est moi. Je vous ai trouvé beaucoup plus lourd. Certainement. Quand on saute... Doucement, doucement, levez ce rideau et je vois... Comment ça? Allez, hop, on la commence, la cérémonie. Oh, femme, 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 que tu me donnes de tourments. Dansez, monseigneur. Voilà pour cette mise en scène signée Léna Bréban. Alors on sent que cette version est très dynamique, on s'ennuie pas quand on est... Non, ça va à une vitesse folle. Ça dure 2 heures quand même, mais ça a une vitesse folle. Léna Bréban, elle a cet art quand même de concentrer les pièces, de transformer les pièces classiques, les métamorphoser sans leur faire perdre l'essentiel. Et puis c'est une formidable directrice d'acteurs. Elle en privilégie aucun. Ils sont tous là au même niveau. Donc chez Rubin, c'est un jeune acteur qui est formidable. Marceline, formidable. Enfin, ils sont tous, et Grégoire Osterman qui fait Almaviva, il est une drôlerie irrésistible alors que c'est un gros dégueulasse. Oui, c'est vrai, absolument. Voilà. Vous avez raison, il faut mettre des mots parfois, et vous le faites. Prenons maintenant la direction, si vous le voulez bien, du Théâtre de Belleville. C'est pas très loin, c'est à une vingtaine de minutes à pied, le Théâtre de Belleville. C'est dans le 11e. C'est dans le 11e, absolument. On va de la gauche, de l'ouest vers l'est, exactement. Maintenant, je n'écris plus qu'en français. Voilà, c'est le titre de la pièce que vous voulez défendre maintenant. Alors là, pour le coup, c'est vraiment une pièce qui résonne particulièrement avec l'actualité du moment. Ah oui, c'est une pièce très, très, très émouvante, très forte, très belle, très bien écrite, par un jeune acteur qui s'appelle Victor Kirillov, qui est
qui est ukrainien, et qui adore le théâtre. Et il parle russe, il adore le théâtre, il veut faire du théâtre, et les écoles de théâtre à Moscou sont très réputées, donc il part s'installer à Moscou pour apprendre le théâtre. Il y reste 3 ans, il apprend Tchekhov, il joue, enfin voilà, ça le passionne, mais un matin, sa mère l'appelle et lui dit ben, là, c'est la guerre en Ukraine, c'est la guerre. Donc là, il est coupé en deux, quoi, parce qu'il ne sait plus, il a des amis en Russie, il a ses parents en Ukraine, il a des amis en Ukraine, voilà, tout, mais où il est, qu'est-ce qu'il est, qui il est, et il ne peut pas rester en Russie, il ne peut pas aller en Ukraine, il est détesté partout, enfin, il n'est pas aimé, il est aimé nulle part, donc il est coupé en deux comme ça, il se dit, donc on suit ce parcours-là, ce parcours mental, qui il est, où il est, comment on se situe, et il explique très bien que nous sommes tous des individus. Donc, par exemple, quand on dit les Russes, les Français, les Ukrainiens, ça ne veut pas dire grand-chose, parce qu'on est tous très différents. Nous, on est tous les deux Français. Oui, et voilà, et ben, on est très différents. Donc, que ça. Donc, il explique ça très bien. Et la deuxième, et aussi, c'est son parcours physique, c'est-à-dire comment il quitte la Russie, il traverse l'Europe, et puis aller où? Et finalement, il arrive en France, et il est accueilli très bien par les Français. D'où le titre, effectivement, c'est la question que j'ai vous poser. Maintenant, je n'écris plus qu'en français. Voilà, parce qu'il ne parlait pas français quand il est arrivé en France. Il est arrivé il y a 2 ans, je crois. Il a été soutenu un peu par la Comédie Française, par Éric Ruff, et il a écrit cette pièce en français, dans une langue admirable, avec un brin d'accent, il le dit ça, et à la fin, ça lui sert aussi il nous dit merci, il dit merci à la France et à nous d'être là, dans ce théâtre à Belleville. Donc c'est une histoire vraie, alors? Ah, c'est une histoire vraie, c'est entièrement c'est son histoire. Et c'est vrai que c'est quand même un sujet sensible, la guerre entre la Russie et l'Ukraine, et on pourrait vite tomber dans le pro-russe ou le pro-ukrainien. Est-ce qu'il y a un parti pris dans cette pièce-là? Non, ben justement, il nous prouve bien, parce qu'il nous explique aussi l'histoire, comment est née l'Ukraine, comment est née la Russie, quels sont les rapports. Les Ukrainiens, bon, ils parlent ukrainien, mais ils parlent aussi russe. Les Russes, souvent, ils ont de la famille en Ukraine. Donc, il explique bien, c'est très difficile de dissocier les deux. Et il nous raconte aussi l'histoire des guerres entre ces deux pays. Et alors, c'est assez amusant parce qu'à un moment, il y a un passage très, très drôle où il dit finalement tous les grands auteurs russes, ils sont ukrainiens aussi. Parce que souvent, l'Ukraine, c'était la Russie, ou la Russie, c'était l'Ukraine, enfin, on ne sait plus. Et c'est très, très fort, très émouvant, il faut le soutenir. Dernière pièce dont vous vouliez nous parler, Le Dernier Cèdre du Liban, c'est au Théâtre de l'Œuvre. Regardez quelques images. Ah non, encore des images. Votre mère vous a légué un héritage plutôt particulier. Un jour, tu seras en train de devenir un homme ou une femme. Tu seras peut-être fragile ou fort et sans doute en colère. Maintenant, Eva. Putain, je sais pas pourquoi je suis tout le temps en colère, ça va pas? Un jour, je devrais te regarder en face. Je te promets de ne te dire que la vérité. Qu'elle te plaise ou non. Qui est cette femme qui est au centre de cette pièce, qui s'appelle Eva, je crois? Qui est-elle? Alors, qui est-elle? Eh ben, c'est un personnage central. Oui, ils sont 3. Hein. Enfin, il y en a un qui fait beaucoup de rôles. C'est une femme qui est reporter de guerre. Et qui adore son métier, on peut dire que c'est un métier quand même. Et d'ailleurs, elle explique pourquoi elle aime ce métier. Et alors, la pièce est construite en parallèle. Il y a 2 fils rouges. Il y a l'histoire de cette femme ça se passe au Liban, en 88 au Liban, donc c'est la guerre du Liban. Après, il y a la chute du mur de Berlin, elle photographie tout ça. Elle se demande d'ailleurs comment on peut photographier la guerre. Est-ce que c'est pas... comment rendre la violence de la guerre et en même temps que ça soit pas trop beau? Parce que quelquefois, les photos, à un moment, elle dit, ben là, il y a des morts, mais le ciel est très bleu et finalement, ça fait une image assez belle. Donc, elle se pose des questions là-dessus. Et en parallèle, il y a l'histoire d'une fille qui a 16 ans, qu'on a vue là, qui est dans une maison de redressement, enfin, qui a fait des bêtises et qui n'a pas de mère, elle connaît pas sa mère, elle sait pas qui est sa mère, elle a été abandonnée. Et les 2 fils comme ça se rejoignent, ils se tricotent et on voit que je ne veux pas trop vous en dire parce que c'est ça qui est intéressant. Ça va très 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 vite, c'est des petites séquences, il y a une bande son admirable et 3 acteurs, mais alors magnifiques. Hein. L'auteur elle avait écrit les poupées persanes, qui avait eu un succès fou. Elle a eu un Molière avec les poupées persanes. Ça, c'est sa première pièce.
qui avait été joué avec 2 personnages simplement. Vu le succès des poupées persanes, elle a adapté ce texte-là, elle l'a réécrit pour 3 personnes. Donc il y a 7 jeunes filles, il y a 7 reporters de guerre, et puis un homme qui fait tous les hommes qu'elle rencontre. Ça s'appelle Le Dernier Cèdre du Liban et c'est au théâtre parce que c'est joli, les gens, Le Dernier Cèdre du Liban, même s'il est brûlé, il y a toujours une petite graine qui permet l'espoir. Oh là là, c'est beau, non? Vous allez me tirer les larmes, alors qu'on est vendredi et que je m'apprête à partir en week-end. Mais oui, mais on peut pleurer le week-end. Oh bah oui, c'est vrai. Oh, vous m'émouvez, enfin bref, c'est beaucoup d'émotions. Merci beaucoup Bernard Delpine, journaliste culture à Madame Figaro, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis, on vous souhaite un excellent week-end et à lundi pour un nouveau numéro de Bienvenue en Ile-de-France.